Bonjour à vous les apprentis aviateurs et aviatrices, vous qui préparez le BIA. Et puis bonjour aussi à tous les autres. Dans cet épisode, nous allons parcourir 2 décennies puisque nous débuterons à l'aube du nouveau millénaire et nous irons jusqu'à la fin des années 2010. Donc inutile de vous dire que ça va aller très très vite et qu'on a bien besoin d'un petit séjour dans l'hyperespace pour pouvoir accélérer un petit peu et se retrouver donc au début du nouveau millénaire. On attache les ceintures, c'est parti. Donc ce nouveau millénaire débute par une grande crainte généralisée au monde entier, puisqu'on était persuadé que ce passage à l'an 2000 allait provoquer un bug généralisé de tous les ordinateurs de la planète. En effet, on pensait que les horloges internes de nos ordinateurs n'allaient pas pouvoir fonctionner correctement après ce passage à l'an 2000, ce qui n'a pas eu lieu, fort heureusement. La station Mir, elle, arrivait en fin de vie après 15 années de bons et loyaux services, et elle était dans un état tellement déplorable qu'on a décidé de la détruire. Alors pour ce faire, on a calculé une rentrée dans l'atmosphère qui lui permette de se désintégrer sans risque pour les populations en dessous. Et donc en mars 2001, au-dessus des îles Fidji, la station Mir se désintègre sans problème. Par contre, une désintégration qui, elle, n'était pas du tout volontaire, c'est celle de la navette Columbia le 1er février 2003, puisque en rentrant dans l'atmosphère, elle se désintègre au-dessus du Texas, tuant sur le coup les 7 membres d'équipage. Suite aux enquêtes réalisées pour déterminer les causes de cet accident, il s'avère en fait que c'est un morceau de mousse isolante, mousse qui entoure le réservoir principal, vous savez, le gros réservoir orange qui est entouré par les 2 boosters. Donc un morceau de mousse s'est détaché au moment du décollage et est venu percuter le bord d'attaque de l'aile gauche de la navette, ce qui a provoqué des dommages sur son bouclier en céramique de protection, bouclier qui sert à diminuer les effets du frottement et la production de chaleur lors de son entrée dans l'atmosphère. Malheureusement, ce petit morceau de caoutchouc, de mousse, a provoqué donc cet accident. Autrement plus réjouissant, on voit que jusqu'ici, la conquête spatiale est dominée essentiellement par les Russes et par les Américains. On a vu dans l'épisode précédent que l'Europe se lançait elle aussi dans la course dans l'espace. Et donc les Chinois, eux aussi, se lancent dans cette conquête de l'espace, puisque le mois d'octobre 2003, le premier taïkonaute, c'est ainsi que l'on appelle les ressortissants chinois qui vont dans l'espace. Petit rappel, les Russes, ce sont les cosmonautes, les Américains, les astronautes, et pour les Européens, ce sont les spationautes. Donc le premier taïkonaute parvient à se rendre dans l'espace en octobre 2003. Toujours dans la conquête spatiale, le 14 janvier 2005, la sonde Cassidy-Huygens, une sonde qui a été lancée quelques années auparavant, rejoint l'orbite de Saturne après quelques assistances gravitationnelles. Alors, je ne vous en ai pas parlé lorsqu'on a abordé le lancement des sondes Voyager, mais l'assistance gravitationnelle, ou encore appelée fronde gravitationnelle, c'est ce qui permet, avec un coût énergétique minime, de pouvoir prendre de la vitesse, je résume, prendre de la vitesse aux sondes que l'on envoie donc à destination des planètes externes, et donc de gagner de l'énergie pour pouvoir atteindre ces planètes. Donc après des rotations autour de la Terre et de Mars, si mes souvenirs sont bons, la sonde Cassini parvient à atteindre l'orbite de Saturne, et un petit module, Huygens, se détache de cette sonde et vient se poser sur Titan. Titan étant un des satellites de Saturne les plus intéressants,
au niveau géologique, puisqu'on s'est rendu compte lors des observations précédentes que celui-ci est entouré d'une atmosphère. Et donc cette petite sonde Huygens est parvenue à déterminer qu'effectivement une atmosphère était présente, mais qu'en plus, comme on l'avait supposé, la surface de Titan regorgeait de fleuves de méthane, de lacs de méthane. Et donc on a pu voir en direct, j'ai eu la chance de pouvoir voir ces images en direct à l'époque, on a pu voir la descente de Huygens. Et je peux vous dire que c'était un moment absolument fantastique auquel on a pu assister en direct. En 2002, Elon Musk fonde SpaceX avec l'intention de fonder, donc avec cette société, la première société privée qui va pouvoir être en mesure d'envoyer des fusées dans l'espace et donc de déposer aussi des satellites. Il faut savoir que jusqu'à présent, il n'y avait que les États qui étaient capables de réaliser de telles missions. Et en 2008, la première fusée Falcon 1, après plusieurs échecs, parvient donc à se placer en orbite, ce qui est le début en fait de l'ère de la commercialisation par des entreprises privées de l'espace. Le 7 juillet 2011, on assiste au dernier vol de la navette Atlantis. Suite à ce dernier vol, plus aucune navette spatiale ne sera en mesure de voler. Et donc pendant 10 ans, les Américains et donc les Européens, toutes les nations qui ont participé à l'élaboration de la Station spatiale internationale vont devoir s'en remettre uniquement aux appareils soviétiques, russes, pardon. On n'est plus dans l'Union soviétique depuis un certain temps. Donc vont devoir faire appel aux Russes, notamment au vaisseau Soyouz, pour venir non seulement ravitailler la station, mais aussi y venir déposer des astronautes, des cosmonautes et des spationautes dans son habitacle. Le 8 août 2012, on assiste au retour une nouvelle fois des rovers sur Mars, puisque la NASA fait atterrir sur Mars le rover Curiosity. Alors Curiosity marque un tournant par rapport au précédent rover, puisque contrairement au rover donc Sojourner qu'on a vu lors de l'épisode précédent, au petit rover Spirit et Opportunity, qui était déposé avec le système d'airbag qu'on a vu à l'épisode précédent. Celui-ci utilise une grue et un treuil pour venir déposer donc le rover sur le sol de Mars. Il est toujours en activité et donc pesant 1 tonne, c'est vraiment on entre dans une autre dimension de l'exploration martienne. En 2014, l'Agence spatiale européenne envoie donc sur une comète, dépose sur une comète, une petite sonde Philae qui a été déposée par la sonde principale, donc Rosetta, qui avait été envoyée quelques années précédemment. Et donc c'est la première fois où on parvient à poser sur le noyau d'une comète, un appareil qui va être en mesure de nous fournir les premières images du noyau depuis le sol de celui-ci. Des images, là encore, réellement impressionnantes, même si Philae s'est posé à un endroit vraiment pas terrible. Mais bon, vous imaginez bien que c'était un peu compliqué d'aller poser précisément dans un endroit accessible une sonde sur une comète. Et donc les images fournies sont un peu décevantes, mais c'est quand même un exploit remarquable pour l'Agence spatiale européenne. Je termine juste avec l'apogée, enfin le début de la réussite exceptionnelle de l'entreprise SpaceX d'Elon Musk, puisque la fusée Falcon 9 parvient en décembre 2015 pour la première fois à atterrir après être allé dans l'espace. Donc c'est
une avancée majeure puisque cela permet en fait de réutiliser les lanceurs et donc de gagner un coût énorme en finance par rapport au, au lancement précédent, où je vous rappelle que les fusées étaient détruites une fois leur mission accomplie. Là, on peut penser, espérer pouvoir réutiliser des fusées et donc gagner énormément en coût. Voilà. Donc, je suis allé très rapidement sur ces 2 décennies. Les prochaines années donc seront de 2020 jusqu'à nos jours. Donc là encore des moments et des notions très importantes à aborder pour votre examen du BIA. Voilà. Donc je vous souhaite j'espère que ça vous a plu, même si jamais c'était très rapide. Et puis j'espère que ces petites vidéos vous servent à réviser et permettent en fait de pallier au fait que je ne puisse pas vous faire cours en présentiel. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Au revoir.